balnéaire, le tourisme de santé, dans les zones où il y a vraiment le sable qui est très profitable pour la santé, comme à Safaga et autres. Il y a plusieurs genres de tourisme. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat au tourisme islamique, l'ère islamique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Simon Sayer, guide touristique, qui va nous parler du musée islamique qui vient d'être restauré et inauguré, qui va nous parler de cette époque touristique et dans quelle mesure ceci pourrait intéresser les touristes et quel genre de touristes. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Justement, on aimerait bien, puisque nous allons parler de ce tourisme culturel, surtout cette époque islamique et les monuments qui sont toujours là, qui datent de l'époque islamique. On aimerait bien justement commencer par le musée de l'art islamique, comme vient de le dire. Ce musée a été restauré et inauguré par le chef de l'État. Quelles sont les richesses les plus importantes qu'abrite ce musée? Et déjà, ce musée est une pièce unique en Égypte, une pièce unique dans le monde arabe et une pièce unique dans le monde entier. Il faut savoir qu'il se trouve dans une position très stratégique, car il est à l'extrême de El Darb al-Ahmar, qui est un quartier pas seulement assez riche avec ses monuments, mais c'est le quartier qui représente l'ère des Mamelouks. C'est le quartier qui représente une ère de richesse dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Et c'est un quartier qui représente l'histoire à l'époque de Mohammed Ali et les problèmes qui ont eu lieu avec les Mamelouks. Car c'est l'endroit de la bataille. Et de là vient son nom même, El Darb al-Ahmar, qui était avant, dans la signification, le sang rouge. Comme la bataille a eu lieu dans ce quartier et la citadelle. En plus que ce quartier est un prolongement d'un autre quartier très monumental, c'est le quartier d'El Mu'izz el-Din el-Fatimi de Gawhar al-Saqali, qui serait le centre du Caire médiéval. Ça veut dire le Caire fatimide, du Xe au XIIIe siècle. Et de l'autre côté de ce musée, on trouve le Caire moderne, le Caire haussmannien, le Caire d'Ismaïl Pacha, qui a été réalisé dans le XIXe siècle. Ce musée est le point intermédiaire entre les deux. Et de là que, si jamais on a un touriste qui va démarrer par le musée du Caire, il voudrait traverser le Caire historique avec ses bâtiments qui sont merveilleux, le centre du Caire, avec la rue Champollion, la rue Abd el-Khalil Sarwat, avec tous ces bâtiments de merveille, qu'est-ce qu'il va finir avec? Avec Place de l'Opéra. Et une fois qu'il est à la place de l'Opéra, il serait à la place Ataba et à la place Ataba. D'un côté, vous allez se retrouver avec une partie des monuments historiques chrétiens, comme El Saïd al-Mourissa, l'église de la Vierge Marie. En face de nous, ça serait la rue qui ramène au Khan el-Khalili, et ça c'est le Caire qui serait du Xe au XIIIe siècle. Et s'il va prendre la droite, ça serait la rue Abd el-Aziz, qui serait non pas seulement riche par ses monuments, mais qui va nous ramener à Darb al-Ahmar et à ce quartier qui nous relie avec la citadelle. Alors, vraiment, le musée, il est parfaitement bien placé. Si je sors de ce musée, je prends la droite, je suis à la mosquée Seyda Zeynab. Si je marche tout droit, je serai à la porte Zouila. Si je recule derrière, je serai au centre du Caire moderne, le Caire haussmannien. Une fois qu'on est dans ce musée, on peut passer 3-4 jours autour. Si on prend un petit hôtel dans ce coin, c'est assez riche pour faire la semaine. Et on a parfois des Européens qui viennent, qui essayent de résider dans ce coin et qui essayent de faire tous les détails et même de faire la connaissance des habitants, visiter leur maison dont il n'y en a pas une qui date moins que 100 ans. Maintenant, ce qu'il faut faire pour ce musée, c'est comme l'État a réussi à le restaurer, à le rouvrir avec toutes ses richesses, à rouvrir les mosquées qui sont autour, qui ont été restaurées et qui ne sont pas encore ouvertes. Pour quelle raison? Ça, je ne connais pas. On a un grand exemple, ça serait la grande mosquée, ou bien la belle mosquée d'un prince mamelouk qui s'appelle Aïtomosh el-Darchi. Alors, c'est une mosquée qui est toujours fermée, elle a été complètement restaurée. À côté de laquelle, on va retrouver d'autres petites mosquées anciennes, d'autres Ouekala. Ce sont les endroits dans lesquels les Égyptiens faisaient leur commerce. On retrouvera pas mal de sabil et kotab à la fois, des endroits pour la distribution de l'eau avec des lieux d'enseignement du Coran. Et on va retrouver des maisons anciennes. Alors, ce musée, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? Il contient une partie des richesses qui étaient dans ces résidences. On trouve les tapis, on trouve les épées, on trouve le Coran, on trouve des pièces d'antiquité d'usage quotidien à tous les jours,
Et on va retrouver à l'intérieur la vie quotidienne et les monuments anciens, les deux combinés ensemble. Alors, d'où vient, par exemple, la richesse de ces tapis, quand on fait la visite des tapis? Déjà, on a une partie des tapis qui ont été fabriqués en Iran avec tous les détails et la beauté des couleurs. Car ils ont des couleurs que rarement on peut trouver ailleurs, comme la couleur motard, comme la couleur rouge. On trouve encore les tapis turcs. On trouve les tapis égyptiens. Quand on voit les tapis égyptiens, il faut regarder qu'est-ce qu'il serait derrière. Mais qui fabriquait les tapis en Égypte? Et qui était l'endroit le plus célèbre? C'est un endroit qui s'appelle Fawwa. Alors Fawwa, c'est un lieu qui se retrouve aujourd'hui dans une zone qui s'appelle Dessous, qui appartient à Kafr el-Sheikh et qui donne sur le bras du Nil Rosette. Ce quartier, par exemple, Fawwa, qui était très célèbre par la réalisation de ces tapis, est un des plus beaux quartiers d'Égypte, riche avec des mosquées et des résidences. Et c'est un lieu qui donnait dans le temps sur la mer. Aujourd'hui, la mer s'est retirée 12 km. Alors, on avait un port, et on trouve des écritures du temps de Champollion et du temps on va dire, du temps des Ptolémées de ce port-là. Qu'est-ce qui s'est passé après le port? Quand la ville, on va dire que la mer s'est retirée, la ville est devenue un port sur le fleuve, sur le Nil. Et de là venait le grand commerce du tapis. On trouve des tapis dans le musée islamique. Est-ce que je peux ouvrir ici des parenthèses pour vous demander est-ce qu'il y a toujours des ouvriers à Fawwa qui fabriquent des tapis qui ont la même valeur, mais qui ont toujours de la valeur, une qualité, des tapis de qualité, je ne sais pas. On trouve des tapis de qualité encore là-bas, et on trouve le petit plus. Et le savoir, en fait, Il y a le savoir-faire, bien sûr, et il a été exporté pour d'autres villes. Aujourd'hui, par exemple, on trouve des gens de chez eux qui entraînent les gens à Saqqara. Les gens de Saqqara sont partis pour entraîner les jeunes filles à Siwa. Et on a maintenant les mêmes tapis turcs-iraniens du musée du Caire, et on trouve des réplications, et on trouve des modèles compétents qui se fabriquent à Siwa, à Fawwa, et qui peuvent aussi rester des années, des dizaines d'années sans changer de couleur. Voilà. Pareil. Et je vais vous dire le secret de ces tapis à l'époque. C'est que la soie qui a été utilisée dans le temps est une soie encore reproduite jusqu'à aujourd'hui. Et la qualité du lin qui a été produite dans ce temps est encore reproduite à ce jour. Par exemple, les montagnes de l'Iran et les montagnes de la Turquie permettaient à ces chèvres et à ces moutons d'avoir une qualité de lin très fin, qui ne possédait pas de gras. Alors, il était résistant. Aujourd'hui, en Égypte, on a des qualités similaires. Et à ne pas oublier, dans une ville comme Fawwa, à l'époque de Mohamed Ali Pacha, il a ouvert la production du lin et la production du coton. Alors, c'est devenu un centre de production de lin et du coton et du tissu. Alors, le tissage serait encore très connu. Et il faisait là-bas les cordes. Et jusqu'à aujourd'hui, il font les cordes d'une façon manuelle. C'est un plaisir vraiment de visiter ces lieux, de voir la vie quotidienne comme dans le temps et reproduction comme, on va dire, celle des musées d'aujourd'hui. Si on évoque la période islamique, l'ère islamique, qu'est-ce qui caractérise cette partie au niveau de l'architecture, au niveau des monuments? Déjà, cette ère représente l'ensemble du passé dans on va dire, dans une image parfaite. Car ils ont regroupé les meilleurs artistes, ils ont regroupé la beauté de l'art de tout ce qui était précédent. Quand on visite une mosquée, ils n'ont pas regardé si l'artiste qui va leur réaliser leur mosquée était un chrétien ou un musulman ou un juif. Je vous donne un exemple. La mosquée d'Ahmad ibn Touloun est un chef-d'œuvre dans la ville du Caire, qui était le centre de sa ville, de sa capitale El-Qataya. Ça a été fait par un architecte chrétien. Quand je regarde, par exemple, le quartier médiéval aujourd'hui, la rue El-Mouez, qui a fait la fondation, c'est Gohar Sekelli. Que veut dire Sekelli? C'est le sicilien. Alors, d'avoir des origines étrangères, d'avoir des origines chrétiennes, n'avait pas une importance, mais l'importance était de faire quelque chose de bien et de beau. Et ça a été vraiment réalisé. Alors, parmi les beautés de ces travaux, ce sont les minaris. Quand on regarde un petit exemple, les minaris de l'époque ottomane, turque, on va retrouver qu'ils ont le modèle, comme si je suis à Istanbul, pointu, comme un crayon. Je regarde tout ce qui a été fait à l'époque de Mamlouk, ça va prendre un peu le modèle d'une ampoule, ou bien d'un oignon. Quand je regarde tout ce qui serait de l'époque de Saladin, ça prend le modèle d'un casque de guerre. Et même, on a un modèle très étrange, mais très mignon. C'est comme une aille.
ça serait la mosquée de Nasser Mohammed ibn Qalaoun, qui se trouve dans la citadelle du Caire. Quand on visite, on voit ça. Alors, les minarets, c'est une beauté. Je donne un exemple d'une hauteur d'un minaret, celle de Mohamed Ali Pacha, 84 mètres. C'est presque la moitié de la tour du Caire. On va dire que ça a été fait d'une façon manuelle, sans machine, sans rien. Maintenant, les coupoles, regardons les travaux qui sont à l'intérieur avec les travaux de fer. Le fer, il prend des modèles, on dirait une dentelle, tellement qu'il est bien détaillé dans ces mosquées. Les colonnes qui ont été utilisées, on trouve des colonnes en marbre et des colonnes en granit. Même les chapiteaux, on trouve des chapiteaux de modèles corinthiens, fleurs d'acanthe, de tout. En fait, les mosquées ont toujours été construites, même après l'ère islamique, oui. Mais il faut dire que chaque époque a donné une architecture particulière à la mosquée. Bien sûr. Il y a une architecture pour chaque période et toujours dans une beauté extrême. Il y a même des portes qui ont été démontées, on va dire, des expéditions qui ont été à l'extérieur de l'Égypte et qui ont été ramenées. Alors, parfois, il y a des portes, quand on regarde, on dirait qu'on est en Europe. Et ils ont recopié les belles choses, ils ont refait des merveilles. Voilà, si vous retracez avec toute cette fierté et je ne sais pas comment qualifier vos mots, mais vous retracez peut-être en parlant d'un endroit à l'autre, d'un quartier à l'autre, comment l'un mène à l'autre, un monument peut nous emmener vers un autre monument. Est-ce que là, on peut trouver une carte pour le Caire piéton? C'est-à-dire, on connaît bien que la rue de Maïz, par exemple, c'est une rue piétonne, voilà, ça on le connaît. Mais là, il me semble qu'on peut visiter toute cette région, si je peux dire, à pied et donc sortir d'un monument à l'autre, d'un quartier à l'autre, justement pour voir et retracer l'histoire du Caire. Est-ce qu'on trouve, par exemple, à l'entrée d'un quartier, un monument qui ouvre, par exemple, une époque, une rue, un quartier, voilà, on peut trouver des cartes qui, justement, nous renseignent. Voilà, où c'est un effort à faire. C'est un effort à faire. C'est un effort à faire. Car tout ce qui existe aujourd'hui est très primitif par rapport à ce qu'il faut faire. On a des choses qui vont couvrir, on va dire, la documentation, pour dire c'est fait. Pour dire qu'il y en a une quantité et un détail, non. Pour qu'un touriste vienne, trouve à l'aéroport du Caire une carte qui lui montre comment faire le Caire à pied pendant une semaine, non, ça n'existe pas. C'est au touriste de faire son propre effort à travers l'Internet et à travers les guides qui sont les livres vendus pour savoir comment faire. Mais on n'a pas encore un document qui se présente dans tous les bureaux du tourisme et qui se distribue gratuitement, dans lequel il y en a, par exemple, jour 1, jour 2, jour 3, avec chaque rue et les monuments sont numérotés avec leur nom, avec les heures d'ouverture, avec les conditions de visite. Non, ça n'existe pas encore. Et c'est à faire. Ouais, c'est certainement. Est-ce que les habitants de ces quartiers sont eux-mêmes sensibilisés vis-à-vis de l'importance et de la valeur de ces monuments? Est-ce qu'ils les connaissent? On a les deux. Il y en a parmi eux qui sont tellement cultivés qu'ils ont les larmes aux yeux qu'il n'y a pas le soin de l'État à ce propos. Il y en a d'autres qui ont fait une transformation totale. Par exemple, on peut visiter la rue El Mouaïz et trouver, ou bien la rue Darb al-Ahmar, comme c'est le quartier où il y a le musée du Caire, qui est notre sujet, le musée islamique. On va trouver qu'il y en a, par exemple, la maison d'un prince mamelouk. Aujourd'hui, il y a un vendeur d'épices installé et qui présente sa marchandise et que ce lieu, il est loué officiellement du ministère. Alors oui, il y a des gens qui n'ont pas conscience. Il a loué la maison au ministère pour vendre les épices. Bien sûr, on a plein, on va dire, presque toute la rue de Darb al-Ahmar, c'est de ce genre. Je peux dire que le centre, les bâtiments, les immeubles du centre-ville sont une richesse en eux-mêmes, voilà, et on voit toutes les façades plus ou moins qui sont je sais pas, je ne vais pas dire qu'ils sont abîmés, mais qui ont été complètement, je sais pas, mais qui ne ressemblent plus, oui. Voilà. La rue El Mouaïz a été bien soignée. Maintenant, il faut prendre l'exemple de la rue El Mouaïz et le répéter dans les autres quartiers. Je souhaite bien que Darb al-Ahmar, là où il y a le musée islamique, qu'il soit traité comme la rue El Mouaïz de l'Eddin El Al-Fatimi, ça serait bien. Monsieur Saher, vous êtes expert en tourisme. Et vous aussi, vous avez une autre activité parallèle, vous travaillez avec les jeunes. Est-ce que ça fait partie de vos intérêts donc,
je ne sais pas comment dire, mais d'organiser des sorties pour les jeunes et les tout petits, justement pour découvrir le Caire et toutes ses richesses, tous ses monuments? Je le fais tout le temps. Par exemple, Puisque nous avant-hier. sommes aussi en vacances de mi-année, voilà. Oui, oui. Non, je prépare ça, mais je le fais gratuitement pour les enfants. D'accord. Alors avant-hier, j'ai pris les enfants d'une école, c'est les jésuites, et on a fait ensemble les deux côtés, le côté islamique et le côté copte. Alors le matin, on a fait la citadelle de Saladin, avec ses mosquées, avec le musée des chars royaux, et dans l'après-midi, on a fait le quartier copte, avec ses églises et la synagogue. Et comme ça, dans une journée, on a pris l'école pour faire les trois religions qui ont traversé Les cette synagogues terre. sont ouvertes? Oui, oui. Beni Azra, elle est ouverte. Saint-Barbara Où est se ouverte. trouvent ces synagogues? Là où il y a le complexe des religions ou Voilà, celle dans le complexe. du centre-ville? Celle du centre-ville, la porte du ciel, elle n'est pas ouverte au public, elle est ouverte uniquement pour les juifs qui font la prière le samedi. Oui. Voilà, c'est à eux. Et celle de Hamzaoui, ne s'ouvre que pour, on va dire, les grands visiteurs qui viennent d'ailleurs. trouve où? Laquelle, celle de Hamzaoui? Parce qu'on ne connaît pas les noms. Bon, on en parlera tout de suite. Juste, je voudrais passer pour celle qui est ouverte. Comme ça, le public Voilà, d'accord. peut la visiter. Celle-là, elle s'appelle Beni Azra. Et elle se trouve à côté de l'église Saint-Barbara, derrière Saint-Serge. C'est une fois qu'on rentre dans le vieux Caire, le quartier copte, il y a un escalier vers la gauche qui descend dans ce vieux quartier. Le quartier qu'on peut nommer même quartier antique et non pas vieux. Vous savez, vieux, c'est encore récent. Mais une fois qu'on descend, on est dans un quartier très antique, car c'est le lieu où habitaient les Juifs au 1er siècle et avant Jésus-Christ. Et la Sainte Famille, quand elle s'est échappée de Palestine, elle est venue pour être entre les Juifs, comme eux parlaient l'aramien et l'hébreu. Et l'Égypte était sous domination romaine, comme Palestine était sous domination romaine. Il a fallu qu'ils soient entre les Juifs pour qu'ils soient protégés. Et chaque fois qu'il était dénoncé, il devrait recontinuer son voyage et s'échapper. De là qu'ils sont partis jusqu'à Siout. Et d'ici que dans ce quartier, il y avait les Juifs, il y avait la synagogue, qui a été reconstruite dans le 19e, c'est celle de Beni Azra. La beauté de cette synagogue, c'est qu'elle est d'un art islamique, qui est dans ce sujet d'aujourd'hui. Comment ça se fait? Elle est d'un art islamique, elle a été faite au 19e, et elle a été faite par, on va dire, dans une ère où l'art arabe, l'art oriental, l'art islamique était trop dominant, et il était d'une beauté extrême, et il y avait les artistes qui faisaient des merveilles. C'était sous qui? Sous quel... Règne, oui. Sous quel règne? 19e siècle, c'était juste après Ismaïl Pacha. Peut-être, je ne connais pas le nom du roi à cette époque. 1800. Mais tellement ils étaient conscients de la 88, valeur, 98. justement, tellement ils étaient Oui. conscients de la valeur et de la richesse, justement, que Regardez, représente cette Bien sûr, une fois que vous cette rentrez, par synagogue. exemple, vous voyez, dans les mosquées, on place le Coran dans des, on va dire, pas seulement dans des caisses, mais une sorte de bibliothèque. Alors, vous rentrez dans la synagogue, qui n'est pas supposée d'avoir un lieu pareil, elle l'a à droite et à gauche. Ça, c'est un petit exemple de l'art. Vous allez retrouver des travaux d'arabesque et des travaux avec le bois d'ébène avec l'ivoire, comme le plat qui décore les mosquées, qu'on appelle le plat étoile, qui représente le dieu qui rayonne autour. Ils ont la même chose qui décore leur plafond. Et vous allez retrouver au centre le lieu où ils placent la Torah pour faire la lecture, comme pour les Juifs. Mais l'art islamique est bien présent. Maintenant, quelle importance pour les Juifs une synagogue pareille? C'est que dans ce lieu, on dit que Élie, il a apparu plus qu'une fois. Et on dit que c'est le lieu où on a retrouvé le berceau de Moïse. Et on dit aussi que c'est le lieu où on a retrouvé, et ça c'est vrai, plus que 140 000 manuscrits qui sont maintenant en étude à Cambridge et ailleurs pour reconnaître un peu l'histoire des Juifs et leurs écritures sacrées. C'est un endroit, on va dire, unique dans leur histoire. Est-ce Et qu'il y d'un en a art de ces islamique total. Est-ce qu'il y en a de ces manuscrits qu'on possède ici toujours en Égypte ou ils oui, sont bien tous sûr, ailleurs? oui, Voilà. non, non. À Celles qui sont l'intérieur de parties, la c'est pour faire synagogue les même? études, et d'autres sont restées en Égypte. Celles qui sont Ou en parties, Égypte, c'est- à l'intérieur de la synagogue? Non, non, non. Maintenant, c'est au ministère des Monuments d'accord. islamiques. Ils les ont retirés, ça fait quelques années, pour que tout soit bien protégé. Car une fois qu'ils sont là-bas, on risque quand même une Oui, détérioration. Mais dans le temps, ça a été protégé, car ça a été mis dans une sorte de chambre qu'on appelle Geneza. De là vient par exemple le mot Genèse, car c'est l'enterrement des livres sacrés pour qu'ils ne soient pas abîmés. Comme on ne peut pas, par exemple, brûler un livre où il y a le nom de Dieu écrit là-dedans. Et cette synagogue de Beni Azra, c'est là où il y a le complexe des religions, ce qu'on Exactement. appelle. Alors, dans ce complexe de religion, on a maintenant trois merveilles. On a la mosquée Amr ibn al-As, qui serait la première mosquée, non pas seulement en Égypte, mais en Afrique. À ne pas oublier cela.
vous retrouvez l'église de la Vierge Marie, qu'on appelle Mu'allaqa, suspendue, qui est encore une merveille, comme elle a été faite sur une des tours de Babylone. C'est la seule synagogue d'Égypte, pardon, la seule église d'Égypte qui serait suspendue. Et maintenant, une autre merveille à côté, dont personne n'en parle, c'est l'église grecque orthodoxe Saint-Georges, car c'est la seule église d'Égypte qui serait rotonde. Et peut-être de l'Afrique, parce que vraiment, je ne connais pas en Afrique une église qui serait rotonde, c'est la seule. Elle est réalisée sur ce modèle, sur une tour complète, ronde de la forteresse. Et c'est encore une pièce unique. Alors, vraiment, c'est un lieu, une fois qu'il est expliqué aux gens, vous allez en voir de ces valeurs inoubliables. Il y a le lieu où le Christ, il a vécu. Il y a le lieu où il a bu de l'eau. Alors, vous êtes sur ses pas. Et vous êtes sur les pas d'Amr ibn al-As. Et vous êtes sur les pas de Moïse. Vous savez, le problème, c'est qu'on a toutes ces richesses, mais le problème, c'est que ces richesses ne sont pas suffisamment commercialisées pour que les gens, même les étrangers, quand ils partent de l'Égypte, les pyramides, le sphinx, la mer, ces richesses ne sont pas commercialisées. Je pense que ça doit tenter et les Égyptiens, et les Arabes, et les étrangers. Oui. Je souhaiterais quand même que l'on sensibilise le monde mieux que ça. Il faut, parce que dans ces lieux, vous êtes, je voudrais juste répéter, sur les pas du Christ, sur les pas de Moïse, sur les pas de Jérémie, sur les pas d'Élie, sur les pas de Amr ibn al-As. Tous ces gens l'ont traversé et ont laissé leurs traces et les lieux de culte qui les concernent. S'ils ne sont pas très bien commercialisés, là, il faut dire aussi que c'est aussi très regrettable qu'on ne fasse pas l'effort, justement, d'aller montrer à nos enfants, d'aller nous-mêmes aller nous cultiver pour savoir la richesse, découvrir ou redécouvrir les richesses donc, du Caire, tout simplement, pas à quelques pas de chez nous peut-être. Donc, malheureusement, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Sayer. Je rappelle que vous êtes guide touristique et aussi expert en tourisme. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous invite certainement à aller visiter, découvrir, redécouvrir ces monuments, toutes ces richesses du Caire, au moins du Caire. Allez-y, prenez l'initiative tout de suite. Autant le faire avant la chaleur. Et c'est vrai que c'est un endroit fascinant. Il y a une certaine spiritualité formidable. Et donc, suivons le conseil de M. Simon Sayer, que je remercie encore une fois. Merci à vous, très bonne journée à tous et à la prochaine.